Cédric est là. Le mois de janvier, c'est le mois des vœux, le mois des souhaits les plus vrais ou les plus hypocrites, c'est selon. À tous, nous souhaitons donc santé et prospérité. Ça, c'est du fond du cœur. Et surtout, que cela soit durable. Santé de fer inoxydable. Nous souhaitons que nos vies se développent et que nos villes également se développent au nom du développement durable. N'est-ce pas, Alix? Exactement. Et chaque nouvel an, il y a de bonnes résolutions que l'on prend. En début d'année, c'est comme ça. Des innovations que l'on peut apporter également à notre vie. Le développement durable passe aussi par l'innovation. Donc, des projets sont en cours et dans notre pays pour contribuer à son développement durable, pour changer nos vies. Avec vous, on en parle aujourd'hui. Exactement. Absolument. D'accord. Juste un petit point route, si vous regardez devant Port-Brouille en ce moment, il y a beaucoup de véhicules. Ah, ok. Voilà, Abidjan dort encore un peu, mais Bassam est réveillé depuis longtemps. D'accord, Et Port-Brouille aussi. On va y poster une caméra de ce côté-là. Très vite. Donc effectivement, le thème d'aujourd'hui, c'est innover pour un développement durable, parce que tout développement demande une innovation. C'est vrai qu'on veut passer d'un certain état et puis on va aller vers un autre état. Donc il faut toujours innover pour pouvoir avancer vers quelque chose. Mais l'innovation est aussi très importante dans le développement durable parce qu'il faut complètement changer certaines pratiques. Il faut rentrer dans ce qu'on appelle une transition écologique. On avait de vieux moteurs thermiques, par exemple, pour les voitures. On espère avoir des nouveaux moteurs qui soient bien polluants. Et donc l'innovation, c'est une obligation pour le développement durable. Alors, le transport routier est source de pollution. Oui. Alors, nous avons vu des cartes sur ce plateau. Elles montrent que certains seuils de pollution dus au transport sont élevés. Quelle innovation devons-nous attendre en 2019? Alors, absolument, parce que la pollution du transport, on la connaît. C'est toute la fumée des véhicules que l'on peut voir derrière certains de nos véhicules. Je n'indexerai pas ce matin pour les libérer un petit peu. Et on se rend compte que le plateau à Bobo, etc., c'est quand même relativement chargé. Et il s'est passé quelque chose de très intéressant à Jacquesville. C'est un projet de tricycle solaire. Et donc, c'est la première illustration que nous allons vous lancer ce matin. Donc, vous avez des tricycles solaires à Jacquesville. Alors, la mission, c'est à la fois le transport de personnes et de marchandises. On a des véhicules qui sont quand même de bonne dimension. On voit qu'on peut avoir jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la puissance est fournie par électricité solaire. Donc, vous avez des panneaux solaires que vous voyez sur le toit de notre tricycle. Et vous avez 6 batteries de 12 volts. Et avec ce dispositif, eh bien, nous avons 140 km d'autonomie pour le véhicule. Donc, avec un tricycle solaire, forcément, on n'aura plus toutes ces fumées que nous verrons aux fesses, entre guillemets, de nos véhicules. Alors, monsieur si je peux me permettre. Il y a des études également aussi qui estiment que les véhicules électriques sont aussi polluants. N'est-ce pas une fausse bonne idée? Alors, c'est une idée justement à manipuler avec précaution, parce que c'est vrai que quand on voit le véhicule, il n'est pas polluant, mais il y a une phase de construction qui, elle, est polluante. Quand on voit les panneaux solaires, ça va demander beaucoup de certaines, ce qu'on appelle des terres rares, des matériaux qui sont quand même assez importants. Le prélèvement de ces matériaux, la fabrication de ces véhicules peut devenir polluante. Mais surtout, on a des batteries. Et on sait que les batteries, c'est comme nos piles, on ne sait jamais où les jeter parce qu'il y a quand même des liquides dedans qui sont un petit peu nocifs pour l'environnement. Et donc, c'est une bonne idée d'avoir ce type de véhicule qui se met en place. Mais comme nous avons la Naged, qui est aussi le parrain de Matin Bonheur, je le cherche du regard, il est aussi important maintenant de mettre en place une stratégie pour que ces véhicules solaires ne soient pas plus polluants, de mettre en place une stratégie de collecte des batteries, des déchets électroniques, etc., pour que justement on reste propre sur toute la filière. Alors, l'équilibre climatique et le développement durable de la Côte d'Ivoire passe, on le dit souvent, par la protection des forêts. Oui. Des forêts qui constituent un peu les mamelles nourricières de notre environnement, façon de parler. Alors, quelles innovations en Côte d'Ivoire en 2019? Alors, innovation en Côte d'Ivoire, eh bien, nous avons, deuxième illustration de ce matin, nous avons le projet forestier qui va se mettre en place. Donc, le gouvernement et la Banque mondiale ont mis en œuvre, voilà, un programme de reforestation, c'est le programme d'investissement forestier. 12 milliards de francs CFA seront consentis par l'État. Alors la mission, c'est améliorer le cadre de gestion des ressources forestières en Côte d'Ivoire. C'est aussi de travailler, vous le savez, sur ce fameux programme agriculture zéro déforestation, comment faire de l'agriculture sans détruire nos forêts. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que nous avons au moins 8 régions de Côte d'Ivoire qui vont en bénéficier, avec plus de 300 000 planteurs. Alors ce programme a été définitivement annoncé il y a quelques semaines en Côte d'Ivoire et il va durer jusqu'en 2022. Donc l'année 2019, ce qu'on peut souhaiter au programme d'investissement forestier, justement, c'est un lancement en bonne efficacité et surtout la capacité à atteindre toutes nos populations. Alors, on parle de cogestion des forêts, de complantation. Alors, ce sont aussi des choses que nous devons voir dans ce projet gouvernemental. Alors, on le verra. Alors, la cogestion des forêts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maintenant, savoir associer les populations à la gestion des forêts. Et notamment, quand vous allez dans la région des forêts marais de Tanoé, vous allez vous rendre compte que ce sont même les populations, 11 villages riverains qui ont décidé de préserver leurs forêts. Donc, les Ivoiriens n'ont pas la haine de la forêt. C'est pas ça qui fait qu'on fait de la déforestation. Au contraire, quand on sait travailler
travailler, ça arrive à marcher. Eux-mêmes vont à la défense de l'environnement. Et la complantation, ça veut dire que, vous savez, nos forêts classées sont un petit peu dégradées et elles le sont pour des causes d'agriculture. Et la complantation, c'est une stratégie qui va essayer d'associer agriculture et forêt dans les zones de forêt classées. C'est pas encore, c'est vraiment les premiers balbutiements parce que ça pose beaucoup de questions entre guillemets. Mais bien sûr, il faudra un jour que l'agriculture sorte de nos forêts classées car on a besoin de ce poumon et on a besoin que le poumon soit 100% indemne pour la santé de la Côte d'Ivoire et de nos populations. Complantation pour mieux contempler nos forêts. Pourquoi pas? C'est bien, je suis dans le temps. Ça arrive Vous en êtes un tout cas. poète ce matin. Alors, le développement des populations passe inévitablement, je dirais même indubitablement, par le développement du secteur électrique, le fameux secteur électrique. Absolument. Je vous vois ici parce que c'est très, très, très délicat. Quelle innovation verriez-vous en 2019 dans ce fameux secteur stratégique? Alors, on a eu plein d'innovations qui ont été annoncées en 2018 et il y en a vraiment une qui, pour moi, est arrivée à son point de maturité. Il faut souhaiter que 2019, ça soit vraiment l'année de lancement de ce projet. C'est à la troisième illustration de ce matin. Donc, c'est une centrale électrique biomasse à Ayebo, qui va Super. être près d'Aboisseau. Et donc là, de quoi il s'agit? Il s'agit simplement de valoriser... Ayebo, c'est où? Ayebo, c'est juste à côté d'Aboisseau. Juste à côté d'Aboisseau. Aboisseau, si vous prenez la route de Bassam... En Pays-Ani. Voilà. Jusqu'à Crainte-Jabot, On se comprend. Exactement. C'est magnifique là-bas. Benoît, donc, Crainte-Jabot. Salut C'est tous ça. les amis qui nous regardent ce matin. Et donc le but du jeu, là, ça va être de récupérer en fait les déchets de la filière palmier à huile. Et donc on n'est pas en train de prélever la graine de palmier à huile. Là, au contraire, on va aller prélever le tronc, on va aller prélever certaines de ses feuilles. C'est un projet qui est lancé par le groupe Sifka, donc c'est un de nos grands planteurs à huile. Mais vous avez aussi EDF qui collabore dans ce projet-là. Donc on peut vraiment espérer que ça avance, surtout que ça fait des années qu'ils sont en développement. Alors, et on estime même, ce qui est intéressant dans les programmes de biomasse, c'est que les paysans vont récupérer des revenus. Et là, on estime que sur les 25 ans de la durée de vie de cette centrale, il y aura au moins 25 milliards de francs CFA qui seront partagés avec les paysans. Wow. Vous achetez du pétrole à l'étranger, vous achetez du charbon à l'étranger, l'argent s'en va, vous travaillez sur la biomasse, l'argent reste en Côte d'Ivoire, partagé avec les paysans. Et c'est un très très beau projet puisque nous avons 46 mégawatts de puissance qui vont être installés, donc ça va vous faire des milliers de gigawattheures qui vont être mis en œuvre. Et c'est aussi un projet d'économie circulaire parce que vous savez, quand on va brûler, puisqu'il s'agit quoi de prendre les vieux troncs de palmiers à huile qui sont morts, donc qu'il faudra abattre pour la régénération du verger des palmiers à huile, on va prendre ces vieux troncs, on va les broyer, on va les brûler et quand on va les brûler, de l'électricité sera produite et il y aura des cendres. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces cendres sont très très riches en fertilisants. Et donc ce projet va récupérer les cendres de la centrale électrique et va permettre de les ramener maintenant vers les planteurs pour participer à une fertilisation organique, sans produits chimiques, pour les plantations de nos planteurs. Donc c'est un très très beau projet d'économie circulaire. Bonne année. Sur papier, En tout cas, franchement, sur papier, ça promet. c'est un bon projet. Ça fait presque 10 ans qu'ils sont dessus et vraiment là, 2019, il faut qu'ils arrivent. Vraiment. Enfin, on Voilà. croise les doigts. On croise les doigts. À 3. D'accord. À 3. Les orteils aussi. Les orteils aussi. Allez, les déchets de la filière palmier à huile, on en parlait, peuvent donc devenir une source d'énergie. Est-ce vrai pour toutes les filières agricoles? Alors, c'est pratiquement vrai pour toutes les filières agricoles. Le vrai défi de lancer un programme de biomasse, c'est est-ce que oui ou non je dispose de déchets agricoles? Et vous savez que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Donc, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de cabosses de cacao dont nous ne faisons rien. Elles pourrissent dans les champs. Donc, ça veut dire Ça que sert là, à quelque chose quand même. Au ça peut biocharbon servir à tout à ça. l'heure, Exactement. les copeaux aussi de On coco. a la filière EVA, on a la filière Au produit, coton. ça peut servir aux Donc, produits de beauté. Tout ça, on peut... Le cosmétique. Absolument. Et vous voyez, il n'y a pas de déchets en fait, il n'y a pas de véritables Poisson. déchets. On peut toujours se les transforme. revaloriser. Rien ne Tout se se perd. transforme. Rien ne se perd. Lavoisier. Alors, Donc ce qui est intéressant, c'est tous les déchets peuvent être utilisés, mais il faut organiser les filières pour que les quantités, les volumes disponibles puissent partir vers ces filières électriques. Oui. alors, je vais toucher un peu à la fibre de l'enfant de Bassam qui est sur ce plateau. Cédric Lombardo, pour ceux qui ne le savent pas, est de Bassam. Et c'est de Bassam qui vient soit à moto, généralement à moto le matin. Eh oui. C'est un personnage particulier, c'est pour ça qu'on l'aime. Alors, le littoral ivoirien, pour être plus sérieux, est régulièrement menacé par l'érosion. On l'a dit, redit, on a fait des reportages, reportages, on a parlé, on a discuté. Des études même. On a fait des symposiums, on a fait des poèmes même là-dessus. Alors, le littoral est régulièrement menacé par l'érosion. On parle aussi d'élévation du niveau de l'océan. Et oui. Ah, là, ça devient sérieux. Pour chaque cause de changement climatique, est-ce qu'on aura cette année des nouveautés qui vont aller dans le sens de Rassuré. soulagement? Ben, écoutez, je vais vous dire oui, parce que vous savez, à force de voir nos problèmes dans Votre le oui temps, ressemble à un finalement, non. Ça dit non, oui et c'est- puis un non. ça avance en fait. Il est trop tard pour être pessimiste. Il faut vraiment encourager Y les gens à aller, aller de oui. l'avant. Il est Et trop ce qui est tard pour être intéressant, c'est pessimiste. qu'il y a une alliance en ce moment entre la Banque mondiale et de nouveau, et puis l'État de Côte d'Ivoire. Et donc c'est notre dernière illustration d'aujourd'hui. C'est le projet WACA pour la protection du 16 littoral milliards quand ivoirien. même, hein. 16 milliards de francs CFA vont être investis pour la protection du littoral dans le cadre de ce projet. Qui Alors, gère les fonds?
Alors c'est une unité de coordination de projet, donc c'est des projets gérés par la Côte d'Ivoire, mais avec naturellement des règles de gestion de la Banque mondiale. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La mission c'est de préserver le littoral ivoirien, c'est d'investir pour une gestion côtière, mais aussi vous le savez bien, les problèmes de gestion du littoral ne se limitent pas simplement à une ville, c'est tout le littoral de l'Afrique de l'Ouest, tout le littoral de la Côte d'Ivoire, et donc il y aura aussi un programme d'intégration régionale. Et ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est que vous avez aussi un projet pilote qui est en train d'avancer sur Grand Laou. Vous le savez, à Grand Laou, on a un cas très particulier, c'est ce qu'on appelle la migration de l'embouchure. En 2017, des premières études avaient été faites sur l'adaptation de Grand Laou au changement climatique. Et là, maintenant, justement, l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale préparent de nouvelles études pour commencer à arriver vers la stabilisation ou apporter une solution aux populations de l'estuaire de Grand Laou. Et on va encore vous faire plaisir en parlant de Grand Bassam toujours. Quelles sont les nouvelles de l'embouchure? L'embouchure de Grand Bassam, vous le savez, ça fait des décennies et des décennies qu'elle est fermée. Et donc, il y a un programme qui est un programme d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Et la bonne nouvelle, c'est que l'appel d'offres a été émis l'an dernier. L'État de Côte d'Ivoire a réussi à mobiliser les fonds. Vous avez des fonds, entre guillemets, d'origine des pays, j'ai envie de dire, islamiques, qui ont été mobilisés dans tout ça. L'appel d'offres a été lancé et on attend justement maintenant. Alors, on nous avait promis qu'en 2015, ça serait ouvert. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais on peut espérer quand même que d'ici 2020, il y aura une nouvelle dynamique à Grand Bassam avec l'ouverture de notre embouchure. À vous entendre, Cédric, je vous connais suffisamment depuis plus de 10 ans maintenant pour savoir que derrière ce que vous dites, il y a quand même du pessimisme. En fait, si vous voulez, la difficulté, c'est laquelle? C'est que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert. Vous êtes un homme passionné d'écologie. Ça, vraiment, c'est avéré. Vous avez des gens avec qui vous travaillez pour faire avancer les choses. Mais des fois, je ne vais pas dire que c'est de la pitié, mais je me dis que vous prêchez dans le désert. Est-ce que les gens vous écoutent? Écoutez, est-ce que les gens vous écoutent? Les gens écoutent, les gens prennent de plus en plus conscience. Les gens, quels gens? Tous, déjà, quand on a la chance de faire ce travail ensemble sur Matin Bonheur, on a toute forme de public qui vont nous écouter. Et on a mobilisé les gens en disant il faut gérer autrement les déchets. Vous voyez que la Naged, vous avez un programme de gestion de déchets qui se met en place. Et c'est concrétisé. Est même venue voir Matin Bonheur en disant on a besoin de sensibiliser les populations. Donc on voit qu'il y a vraiment ce travail qui se met en place. Mais malheureusement, tout ça, c'est effectivement beaucoup trop long par rapport à la vitesse des dangers auxquels nous faisons face. L'embouchure de Grand Bassam, paix à son âme, le député maire Jean-Michel Moulot travaillait déjà dessus dans les années 90. Donc il faut vraiment espérer que 20 ans, 30 ans plus tard, on arrive à s'en sortir. L'embouchure de l'estuaire du Bandama à Grand Laou, Jean Djaya, malheureusement encore une merveilleuse personne que nous avons perdue, député maire. Ce 13 décembre, on célébrera l'anniversaire malheureusement de son décès, ce 13 janvier, pardon. Et on a la chance d'avoir des hommes comme ça, qui sont des hommes de politique, des hommes d'État influents, qui ont bien tout compris, et même eux se battent pour faire avancer tout ça. Excusez-moi de vous arrêter, parce que dans les campagnes politiques, dans les programmes des candidats, moi, je reviens sur les élections passées. Qui parle d'environnement? Les actions pour le développement durable. Qui parle? Qui en parle? C'est malheureusement. Mais l'auditoire aussi, est-ce qu'il est préparé? C'est ça? C'est à eux de préparer l'auditoire. L'auditoire est préparé. Parce que franchement, vous allez voir un planteur, vous lui parlez de pluie, vous lui parlez de chaleur, il est le premier à vous dire il est très concerné. Le climat est mélangé. Vous regardez les populations de Côte d'Ivoire, allons à Adjamé, allons à Bobo, on a des collines de déchets qui sont là-bas. Même aujourd'hui, je crois que la Naged vise plus de 1 250 000, 1 300 000 tonnes de collecte de déchets. Mais il va encore en rester au moins 400, 500 000 tonnes sur le côté. Et tout ça, ça reste en permanence dans la vie des populations. Donc, ils sont sensibilisés. Mais on est dans un monde, si vous voulez, où ce sont plutôt les politiques qui font les citoyens, alors que nous devrions plutôt avoir des citoyens qui font les politiques. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs vecteurs de sensibilisation. On a de plus en plus de prise de conscience. Et c'est là où il faut de nouveau rappeler le rôle de l'État. On a vu que pour 2019, de belles actions vont être mises en place, mais c'est insuffisant. Toujours faire et encore donc, plus. on a besoin d'un cadre réglementaire qui facilite tout ça, d'un cadre réglementaire qui mobilise les acteurs, qui mette chacun face à ses responsabilités. Vous jetez des déchets devant chez vous, s'il le faut, mettons des amendes pour que justement on arrête de faire ce genre de choses. Des entreprises qui ne payent pas leurs salariés, qui ne payent pas la sécurité sociale, car la santé est une question d'un enjeu de développement durable, il faut mettre des amendes pour qu'ils soient capables de le payer. Ce n'est pas l'État tout seul, ce n'est pas le secteur privé tout seul, ce n'est pas nous citoyens tout seuls. C'est nos attitudes aussi. C'est nos attitudes aussi, c'est vrai aussi, parce qu'il faut qu'on ait des attitudes citoyennes. Il ne faut pas jeter n'importe comment les ordures au travers des véhicules. Il faut avoir un comportement citoyen. Je pense que couplé, conjugué
aux efforts de l'État et des bailleurs de fonds, des personnes de l'international, ça pourrait faire quelque chose quand même. Allons-y. Parce qu'il Allons est seulement. trop tard pour être... Il est trop tard, j'aime bien votre phrase, il est trop tard pour être pessimiste. Voilà. Et allons seulement. On va y arriver, on va y arriver.